À vous, vous regardez CCTV, bienvenue à ce magazine, ce dernier numéro de votre magazine de ce vendredi 8 avril 2022. La ville volcanique de Goma sous les chocs après l'explosion d'une grenade hier au niveau du camp Katindo dans la ville de Goma. Le bilan humain, il est très lourd. On parle de 8 morts et de 3 blessés graves. Dégâts matériels non négligeables. Les condoléances fusent de partout, partant du gouvernement de la République. Vague d'indignation et de condamnation du côté des parlementaires originaires du coin qui en appellent à la délocalisation de ces camps militaires. Il s'agit d'un acte isolé ou d'un attentat. Il est difficile donc de répondre à cette question parce que les enquêtes sont en cours. Selon le gouverneur militaire, une explosion, un drame qui survient dans un contexte un peu particulier où toute l'administration est militarisée. On appelle à un renforcement de sécurité aux abords de la ville de Goma. Conseil des ministres très déterminant aujourd'hui. Les membres du gouvernement vont pouvoir trancher sur une probable augmentation de prix de produits pétroliers à la pompe. Vous le savez, depuis le week-end dernier, la ville de Kinshasa connaît des graves perturbations en ce qui concerne la fourniture en or noir. Au-delà de ce manque à gagner que le gouvernement ne s'est pas honoré auprès des importateurs de produits pétroliers, il y a également cette crise au niveau international qui est en train d'être vécue. Comment juguler alors l'augmentation des prix pour que ça ne soit pas répercuté sur d'autres secteurs de la vie? Tentative également de réponse dans cette émission. Justement, avec les professionnels des médias, ils sont 3 aujourd'hui. On commence par les tout premiers. Il est des Libertés Actives d'où Jésus Beledou. Bonjour, bienvenue. Bonjour Serge Kabongo, je suis très content de participer à cette émission après près de 2 semaines d'absence. Après près de 2 semaines d'absence. À chaque fois que je passais, c'était les téléspectateurs des kiosques et les auditeurs de CCTV Iralik, parce que l'émission relève dans votre radio, qui me demandaient qu'est-ce qui se passait. Et bien moi aussi je ne sais pas, je pense que ça serait important de dire, ne serait-ce qu'en 30 secondes à ce que vous suivez. Trop de problèmes techniques. Qu'est-ce qui s'est passé? Je salue aussi ceux qui sont avec nous sur le plateau, mais malheureusement, Serge, je sais que vous allez présenter les autres. Il se pose un sérieux problème d'électricité ces derniers temps. Dans la ville. À Kinshasa, parce que à Gombe comme à Kitambo ou à Matete chez nous, c'est désormais pareil, il n'y a plus de différence. Je me pose la question sur à quoi servent, parce qu'il faut le rappeler à ceux qui nous suivent, la République démocratique du Congo dispose d'un potentiel en hydroélectrique parmi les premiers parmi les 5 grands au monde. Mais malheureusement, nous n'avons, pendant 1982, je crois, depuis que Mobutu est parti, on a des problèmes sérieux d'électricité. Il n'y a que 20% ou 10% des Congolais qui ont accès à l'électricité. Pourtant, il y a des forums qui ne font que se multiplier. Pourtant, on vous dit, par exemple, auprès de la Banque mondiale, si nous continuons avec ces rythmes des distributions d'électricité avec la vétusté des matériels, la SNEL, etc. Et jusqu'en 2030, la RDC connaîtra le même problème. Et donc, moi, je pense que les prévisions de la Banque mondiale, nous y sommes déjà. Moi, je pensais que lorsque la population était à 14 millions d'habitants à Kinshasa, ou 10 millions ou 6 millions, la situation allait s'améliorer progressivement parce que les analyses et les études pourraient adapter le tout en fonction de la densité de la population, parce que plus il y a du monde, plus on consomme plus d'électricité. Malheureusement, aujourd'hui, à Kinshasa, on compte autant d'habitants aujourd'hui, mais on a gardé les mêmes matériels de la SNEL, la vétusté des matériels, et c'est ça la difficulté que la SNEL a aujourd'hui. En 2014, ils ont libéralisé les secteurs, mais on ne sent pas. On a l'impression que la SNEL a toujours les monopoles de la distribution d'électricité. Les services ne s'améliorent pas. Ne s'améliorent pas. Pourquoi ne pas faire comme les autres pays? On libéralise les secteurs, comme ça il y a d'autres qui viendront pour essayer un peu d'épauler la SNEL, sinon c'est la catastrophe. D'où Jésus Beledou, merci à vous d'être venus sur ce plateau, d'ailleurs les tout derniers de la semaine. Mike Gardidiana sera avec nous, il est d'ailleurs sur ce plateau. Bonjour et bienvenue Mike. Bonjour Serge Kabongo. Bienvenue à vous. Merci. Vous avez un mot en termes de biscuits sur ce que dit Jésus Beledou. Je ne sais pas si dans votre quartier vous êtes en train de vivre ça, non. Mais Gombe n'est pas non plus épargné. Oui, malheureusement, moi je le vis depuis un certain moment. Avant même que Beledou à Kitambo ne vive cela, les gens qui vivent à Upen, particulièrement vers la borne, savent que le courant, faut l'attendre jusqu'à 23h, minuit. Et pour ne pas en avoir la journée, ça c'est une certitude. Seulement, je voulais rassurer à Beledou que
la libéralisation a déjà été faite. Le problème, c'est que maintenant, il faut trouver preneur. Or, quand vous regardez la situation en République démocratique du Congo, la SNEL détient déjà plus de 70% de la clientèle. Et aussi, au-delà de ça, la législation sur ces histoires ne sont pas encore très claires. Aucun investisseur ne pourra s'aventurer sur ces terrains-là. Et aujourd'hui, tout dépendra également de prendre la décision de quel type d'énergie on veut avoir. Sinon, il y a déjà ceux qui, dans l'énergie solaire, il y a déjà autant d'entreprises aujourd'hui qui fournissent. Ça fait partie des ressources énergétiques, mais la vérité c'est qu'il faut qu'on y aille vite. Il faut créer la concurrence à la SNEL, sinon c'est nous qui mourrons. Vous parlez de l'énergie solaire, il y a une année, presque et demie, j'ai vu les chefs de l'État aller lancer les travaux vers Maluku, je ne sais pas où est-ce qu'on en est, on en parle tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, Mike Gardé, Diana, bienvenue. Allez, les tout derniers innocents, Olenga, lui qui nous vient de Paris, justement, fraîchement, vous allez même le constater, hein, sur sa peau. Bonjour et bienvenue à vous, cher innocent. Merci Serge Cabo. Je vous ai appelé il y a 2-3 jours, vous étiez à Paris, vous m'avez dit que vous étiez à moins 2 degrés. Parti, c'était juste un petit tour, mais j'ai passé au moins 10 jours à Bruxelles. C'est là où j'ai passé mon séjour. Je ne pouvais pas aussi manquer de placer un mot sur la SNEL. Oui. Chaque fois dans cette émission, les gens pensent que c'est une blague, mais pourtant c'est très sérieux. Quand je dis très souvent qu'entre la SNEL et nous, les courants ne passent pas. Les gens pensent que c'est une blague. Ce n'est pas une blague. Certes, tu sais, dans la vie, un enfant sorcier ne reste pas éternellement sorcier. Il y a toujours une certaine force pour les délivrer. Oui. Donc, il y a des thérapies pour délivrer la SNEL. Parce que vous trouverez des gens là-bas qui vous disent nous sommes des ingénieurs de la SNEL, nous avons 30 ans de carrière, nous avons 25 ans de carrière. Bon, je me pose la question, c'est une bonne expérience ou c'est une mauvaise expérience? Et Beledo a parlé de la libéralisation de la SNEL. Et Mike a complété, il a dit non, les processus sont déjà engagés. On ne peut pas comprendre que la même SNEL soit productrice du courant, elle-même elle est distributrice de courant, elle-même elle est commerçante du courant. Ça ne marchera pas. C'est elle-même qui transporte aussi. Mais ça ne marchera pas. Tout. La magie n'est pas, la solution n'est pas magique. Il faut tout simplement scinder les 3 services. La SNEL reste avec la production. Elle est à Inga. On cherche une autre société pour les transports qui doit s'occuper des câblages, du réseau. Et une autre société pour la récolte des factures. C'est-à-dire il faut avoir un courant plus cher que de ne pas l'avoir. Ah oui. Donc, il faut acheter le courant plus cher. Partout, même ici. Je ne peux pas parler de l'Europe. La gestion du courant. On vous dirait non, vous laissez les ampoules allumer la journée qu'on sort. Mais s'il y avait une bonne politique de tarification, il y a des hôtels, il y a partout où, quand vous entrez, parce que nous, on est mal habitués avec les interrupteurs, mais là, vous ne trouverez pas d'interrupteurs. Vous entrez dans la lumière. La lumière allume. Quand vous sortez, ça s'éteint. Et quand vous dormez? Oui, donc ça dépend. C'est ça la bonne gestion. Ces manières-là, pourquoi nous, on ne peut pas les avoir? Tous les gens qui sont à la SNEL, quand ils ont des vacances, ils vont en Europe. Quand ils arrivent en Europe, là, ils font 10 jours. Est-ce qu'ils ont déjà vu un seul jour les courants s'éteignent? Donc, il y a un problème d'homme, il y a un problème structurel, il y a un problème d'une politique nationale. Le président de la République, Mouroual Bagé, Eza Bandoki. Donc, ce sont des sorciers. Innocent, Olenga, Lumbaye, LKS. Si à Kinshasa on en parle, à Kisangani c'était pire, vous avez vu les images. À Kisangani, chez moi, je ne peux que placer un mot sur Bouta. Vous savez que chez nous, là, l'électricité, comme le vieux l'a dit, entre Bouta et la SNEL, les divorces est consommé. Merci et donc, beaucoup, il se pose des sérieux problèmes ici à Kinshasa et en province, c'est encore pire. Allez. Donc, il faudrait vraiment essayer de revoir ces... Mike Gardé, Diana, je suis à vous pour ces chocs constatés depuis hier dans la partie est du pays. La ville de Goma secouée par cette explosion d'une grenade dans un bar, hein, on dit dans un bar qui se trouve dans un cas, les camps s'appellent les camps militaires des Katindo. Le bilan humain, il est très lourd. Très lourd, alors je parle de 8 morts et de 3 blessés graves, dégâts matériels non négligeables. Merci Serge Kabongo. Je crois que, encore une fois de plus, j'ai l'habitude de le dire, le domaine de la sécurité, il y a à boire et à manger. Dans une zone sous état de siège, et une ville sous état de siège, où des militaires censés être au front, qui vont dans un début de boisson avec des armes et des matériaux de guerre. Les engins de la mort. Ça s'est fait où? Dites-moi, ça s'est fait où? Les gens qui ont l'habitude d'être à l'extérieur, on dirait qu'un militaire, quand il est dans la cité, nage même son arme, il ne doit l'avoir.
Parce que la sécurité en interne, c'est le travail de la police. Un militaire ne peut avoir son arme quand il est dans le contexte de son travail. Quand il quitte les camps pour aller dans son Quand lieu il de quitte les détachement. camps pour aller vivre sa vie civile, il n'a pas le droit de se promener avec ces histoires-là. Encore une fois de plus, je me dis, est-ce que sommes-nous conscients de ce qu'on est en train de faire? On ne peut pas, parce que c'est là où je dis, moi-même à Kinshasa, j'ai l'habitude, quand j'entre, malheureusement ou heureusement que j'entre pas dans des bars, Oui. mais la vérité c'est que là où je suis en train de manger ou quoi, dès qu'il y a un militaire, je sais que tout peut arriver. Je préfère partir. Et ça, encore une fois de plus, c'est de la responsabilité des autorités. Il faut apprendre à contrôler les éléments. Deuxième chose, quelle est l'image qu'on envoie de ces FRDC qui sont au front aujourd'hui? Tous les Congolais ont le regard tourné vers eux pour combattre cette pandémique rébellion qui demeure depuis des décennies. Et le même militaire, on apprendra qu'ils sont dans des débits de boissons, des lieutenants et des colonels, en train de boire, non loin du camp et de l'hôpital militaire, et avec des grenades à côté. Est-ce qu'on va nous justifier? On dit, bon, comme on est en état de siège, on ne sait jamais, je marche avec mon grenade au cas où. Je ne sais pas. Innocent, les gars, il y a deux versions croisées. Il y a la première d'abord qui dit que c'est un militaire en état peut-être de d'ébriété ou d'ivresse, oui. D'ivresse. Il a perdu le contrôle de sa grenade. Et la deuxième version, c'est que c'est un acte de sabotage. Vivement des enquêtes pour élucider les conditions de ces Bon, je ne peux pas soutenir une hypothèse parce que les enquêtes sont encore là. Mais les faits est déjà là. Mon jeune frère vient de le dire. Une grenade, ce n'est pas un EGP. Une grenade, ce n'est pas une Uzi. Parce que Uzi, on te dit, il faut au moins qu'on la mette à rafale. Une grenade, il faut la dégrouper. Oui. Et puis, quand vous la jetez, ça prend quelques 2-3 secondes pour... Ça prend beaucoup de gens. Oui. Les dégâts sont énormes. Donc, on suppose qu'une grenade, s'il faut la détenir, il faut être au front. Comment un militaire peut se promener avec une grenade dans la ville? Pour en faire quoi? C'est l'état de siège, non? Voilà. Donc, le problème, c'est que notre armée, il y a une certaine indiscipline. Légèreté, Il faut l'avouer, indiscipline due à la légèreté et à l'impunité. Du temps de Mobutu, une seule munition sortait de l'arme, on devait savoir la source, l'origine. Oui. Et on devait détecter facilement celui qui l'a utilisé. Mais aujourd'hui, si vous l'avez ici, ça peut tirer, on ne saura pas qui a tiré. Et c'est dommage pour les domaines de la sécurité. Mais le problème de José Beledou, maintenant, c'est dégâts humains. On parle de 8 morts. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui délocaliser tous ces camps qui sont dans les villes? On apprend d'ailleurs que bientôt on va chasser les gens au niveau des camps Kokolo. Est-ce que c'est normal de détenir des débits de boissons dans des bars? Et quand un militaire en état de d'ébriété arrive, il peut facilement appuyer sur la gâchette, hein? Oui, Serge, je pense que mes prédécesseurs ont très bien expliqué tout ceci. Il se pose un problème de la discipline de l'armée. On dit toujours que la discipline est la mère des armées, mais malheureusement, ce que nous voyons généralement, même nous autres à Kinshasa, vous êtes dans une terrasse, vous voyez un militaire se promener avec des armes de guerre, en train de prendre 2, 3, 4 bouteilles d'alcool, c'est un peu très grave. Je prends l'exemple de Goma. Vous êtes à Goma. Vous voyez des débits de boissons remplis des policiers, des militaires. Vous traversez vers Gisenyi, qui est juste à quelques mètres de là. Vous sentez la discipline. Vous ne voyez aucun militaire avec tenue militaire et armes de guerre dans des débits de boissons. Regardez simplement les contrastes qu'il y a entre Kinshasa et Kigali, parce que c'est proche de nous. Vous êtes à Goma, vous pouvez traverser. Et donc, je pense qu'il se pose un problème de discipline. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que lorsqu'on parle des morts des Congolais, ça doit nous interpeller. Il faudrait tenir en compte les deux versions, parce que même le gouverneur Ndima l'a dit. C'est vrai que la première hypothèse qui a été d'ailleurs élucidée par ceux qui étaient aux côtés, un soldat ivre, etc. Mais il faudrait tenir compte de l'impact du dégât. Il vous parle même d'un engin explosif qui aurait été volontairement placé. Mais moi, ça me rappelle le souvenir du 25 décembre dernier. Souvenez-vous, il y a eu une explosion attribuée aux djihadistes par le porte-parole de l'armée. En plein Noël. 8 morts. Et dites-moi, en quoi cela diffère du scénario vécu hier où on déplore 6 morts, et regardez la qualité de ceux qui meurent. D'abord, tous sont congolais, mais ceux qui meurent cette fois-là, ce sont les officiers de l'armée, certains qui seraient aux commandes, et on vous parle de 2 ou 3 civils. Et donc, Serge Kabongo, le problème, il est profond, il est systémique. Il faudrait ne pas négliger la donne terroriste, parce que cette partie du pays,
d'un sabotage également. Vous savez, lorsqu'on est dans un état de siège et qu'on se lance dans la distraction et qu'on se lance dans les divers, l'ennemi infiltre. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de le dire, je vais peut-être terminer par là. Nous avons une armée atypique au monde aujourd'hui. Nous avons une armée atypique. Il y a certains politiques qui déplorent quitter les groupes armés. Mbosso, à l'occurrence. Il vous dit qu'il y a dans l'armée des tireurs de ficelles qui sont depuis Kinshasa, qui sont dans l'armée. Mais moi, je me rappelle de ma mémoire de journaliste, lorsque l'AFDL arrive au pays, et d'ailleurs même bien avant, mais ça a été insensé à l'arrivée de l'AFDL, nous avions eu un chef d'état-major général rwandais, James Kabarebe, qui aujourd'hui est ministre de la Défense, je crois, du Rwanda. Mais il est venu, il n'est pas rentré au Congo seul, il a amené ses proches, parce qu'il devrait se sentir en sécurité, un bataillon peut-être. S'il lui est parti, mais qui sont restés 20 années après? Lorsqu'on continue avec cette distraction au pays, Serge Kabongo, des scénarios similaires, on en connaîtra encore davantage. C'est ainsi que moi, je rejoins le Kouloutou Innocent Olenga pour dire il faut rebattre le rappel des troupes au sein de cette armée. Il faudrait faire la part des choses entre la distraction dans l'armée et la discipline. Il faut que le gouverneur militaire, parce que certains députés, notamment ressortissants du Nord Kivu, avaient fait des plaidoiries ou des dénonciations pour dire que le gouverneur est plus tombé dans le lucre de la province, il s'est fait commerçant, il s'intéresse plus au secteur où on peut tirer des dividendes plutôt que de s'occuper du vrai travail pour lequel il est là, notamment l'aspect sécuritaire et la formation des cadres et des troupes au niveau de l'armée. Et donc, s'en tenant de cette hypothèse, je pense qu'il faut que le commandant suprême Tshisekedi, au regard des événements, il ne faudrait pas attendre que 100 000 Congolais meurent comme en Ukraine pour intervenir. Il faut que Tshisekedi batte les rappels des troupes, revenir, je crois, s'il faudrait revenir là-bas, ou sinon trouver d'autres solutions efficaces. Pourquoi ne pas remplacer les leaderships actuels au niveau du Nord Kivu notamment ou de l'Ituri, essayer de voir si cette recette pourrait marcher pour ne plus connaître ce genre de morts, parce qu'on ne peut pas comprendre que l'état de siège arrive, mais les morts, si hier on en était à 10%, aujourd'hui on en compte 10, merci 30, Beledou. 50, c'est inadmissible. Merci, vous avez vraiment épuisé votre temps d'antenne. On va aller à l'hôtel du gouvernement. Oui, inadmissible, il a dit. Beledou a parlé de l'inadmissible. Et c'est vrai, parce que si ça s'était produit en dehors du camp militaire, on comprendrait un peu. Mais c'est au sein du camp militaire. Et pourquoi doit-on avoir des bars au camp du camp militaire? Si au camp Kokolo, on a supprimé tous les bistrots. Pourquoi on doit en avoir? C'est pour distraire les militaires ou pour mais il n'y a plus ce que nous, on a connu à l'époque de Mobutu, la messe des officiers. Oui, la messe des officiers, non, mais c'était bien organisé. Mais il n'y en a plus maintenant, il n'y en a plus. Maintenant, les policiers et les militaires peuvent aller boire avec nous à Nyangwe. C'est une question aussi, parce que quand on vous parle de l'Europe consort, vous dites non, vous voulez copier les Blancs. Ici à Kampala, où moi j'ai couvert les négociations entre les M23 et le gouvernement congolais, en TB, pour voir un militaire dans la rue, c'est difficile. Il n'y a que des policiers. Mais chez nous, c'est Méli-Mélo. Serge Kabongo, il y a un problème beaucoup plus complexe que ce que les amis ont évoqué. Lesquels? La fragilité dans l'armée, c'est aussi notre gestion, non seulement de l'effectif, mais aussi des mécanismes d'accession à ces fonctions-là. Aujourd'hui, depuis toujours, c'est d'ailleurs pour ça que même les différents partenaires décrivent le système de DDR. Il n'y a pas que dans l'armée. Il n'y a pas que dans l'armée. Ne faites pas la fixation sur l'armée. Non, même sur nous dans la profession. Même sur nous dans la profession. Ah, on va arriver, je sais. On va y arriver. Qui devient journaliste? C'est un problème. Exactement. Et puis... Exactement. Est-ce que logique de pouvoir prendre des gens qui autrefois étaient dans le mouvement rebelle, intégrés dans l'armée, la plupart qui sont entrés dans les mouvements rebelles sans leur consentement, juste par nécessité, à la limite, il faut avoir des gens qui ont vocation pour pouvoir y aller. Ah oui. C'est ça la grande réflexion. On n'est pas forcément obligé de quitter les groupes armés pour être inséré dans l'armée. On peut les insérer. Moi, je suis d'ailleurs partisan, j'estime que pour être un bon militaire, il faut commencer par être un bon citoyen. Un jeune homme qui a vécu dans une partie où il y a eu guerre depuis toute sa vie, a besoin d'abord d'apprendre ce que c'est la citoyenneté. La première des réinsertions doit être sociale. On intègre dans la société. S'il veut, il émet le besoin de pouvoir retrouver l'armée, c'est alors qu'il ira à un homme différent plus tard. Or, aujourd'hui, on a la plupart, c'est devenu une sorte de poubelle, quoi. On prend là-bas et puis on rejette là-bas. Ça, c'est normal.
On ait un problème de discipline, au-delà du problème de leadership. Très bien. Mais Serge, pardon, ça va On peut entamer d'ailleurs le deuxième et l'avant-dernier thème de de l'émission de Oudjana. Jésus. On peut parler de Oudjana. Le temps nous fait Une malheureusement unité défaut. formée pour la guerre, mais on nous déverse ça à Kinshasa. Vous voyez ce qu'ils font. Ils sèment Ah la oui. terreur à Kinshasa. Ils ont la gâchette facile, Et hein. moi c'est un major Oudjana qui m'intercepte vers Baramoto. Il me dit, Bisoto Yogara, ni VPM, ni Silvano Kassongo. J'ai dit, mais monsieur, je pourrais comprendre si ça sortait de la bouche d'un soldat des troupes. Un cadre de la police, vous tenez ce genre de discours. Alors dites-moi qui vous donne des ordres à Kinshasa. Et quand je descends, il voit que je suis journaliste. Timothée Lenoir est arrivé là-dessus. Lorsqu'on l'a posé la question, il s'est éclipsé. Et donc, ce sont des faits vrais, réels. Mais il faut connaître son niveau d'études. Il est majeur. C'est un bataillon. Ça vient d'où on ne sait pas. On les a logés à la foire internationale de Kinshasa. Aujourd'hui, lorsque vous allez à la banlieue quinoise, ce sont eux qui sèment la loi, la terreur là-bas. Ils ont la gâchette facile. De l'arrestation du rapporteur de l'Assemblée provinciale, je crois. Je vous dis, c'est eux qui l'ont arrêté. c'est-à-dire c'est grave, Serge Kabo. Et moi je pense, je termine par là, demain à Kinshasa, si il peut y avoir des incidents graves qui peuvent menacer l'intégrité territoriale, je pense, à mon humble avis, ça pourrait venir de ces gens. Du Jésus Beledou, vous terminez, mais vous gardez le micro parce qu'on va prendre le dernier thème, d'ailleurs le plus important, le très déterminant qui nous attend. C'est en tout cas ces conseils des ministres très déterminants sur la prix ce vendredi. En tout cas, on nous a dit que les ministres de l'économie devraient faire des simulations pour présenter cela aujourd'hui en plein conseil des ministres. Finalement, c'est le gouvernement qui va trancher aujourd'hui, mais les pétroliers disent que le seuil minimum, c'est à 500 francs congolais. Oui, Serge Kabongo, je pense que il faudrait, c'est un secret de polichinelle. Moi, j'ai pris langue il y a quelques jours passés avec le responsable des hydrocarbures. Il m'a dit, Beledou, le problème, il y a plusieurs tentacules pour comprendre ce qui se passe. Il y a notamment la guerre ukraino-russe. C'est une donne très importante qui secoue le monde. Il n'y a pas que la RDC. Et je pense que, off the record, notre Kouloutou nous disait, en revenant de l'Europe, que même les carburants se négocient le litre à 2 $, alors qu'il n'en était pas le cas il y a quelques années. Aux États-Unis, par exemple, on vous dit que le prix des barils quitte de 120 à 128 ou à 150. En RDC notamment, nous sommes victimes justement de cette situation. Lorsqu'on vous dit que le prix des barils quitte de 70 à 120 $, et donc le problème il est sérieux. Au Nigeria d'ailleurs, ça part de 200, les litres partent de 225 naira à 800 naira. Vous voyez cette augmentation de pratiquement 200%. En Tanzanie c'est pire. En Tanzanie c'est pire. Oui. Je crois que le problème, il faudrait d'abord le situer à ces niveaux-là. Mais je pense que qu'à cela ne tienne, il y a une responsabilité de l'État. C'est là où intervient la responsabilité de l'État congolais, parce que Serge Kabongo, on le sait que l'État subventionne les pétroliers pour depuis le maréchal, depuis le maréchal, pour que nous ne subissions pas le choc. Mais cette fois-là en RDC, le contexte ne va pas changer comme on le voit sous d'autres cieux, mais il faudrait que lorsque le Conseil des ministres va tabler aujourd'hui, qu'on tienne compte de l'économie congolaise et de la population congolaise. J'ai évoqué d'autres pays sous d'autres cieux, mais nous avons quel peuple au Congo, nous avons quel PIB pour les Congolais. Et donc aujourd'hui, s'il faudrait majorer, à mon humble avis, je pense que toute proportion gardée, ça sera inadmissible d'atteindre le 900 francs comme ajout du litre, parce que les corollaires qui pourraient y arriver, Serge, ça sera insupportable. Vous avez dit insupportable? Oui, Serge Kabon, ça sera insupportable. Regardez autour de vous, Serge, des fois nous avons honte de rouler avec véhicule lorsque nous sortons de chez nous. Il y a des gens, nos voisins, nos proches, ceux qui sont à côté de nous. Regardez comment les gens souffrent. La misère qui atteint son paroxysme, ajouter le prix des barils à 800 francs, à 500 francs, voudrait simplement dire que le carburant va augmenter, le prix des transports en commun va augmenter. D'abord, c'est 450, on paye déjà 500 francs, et ça sera cette fois-ci à 700 à 800 francs. Et vous savez que lorsque le prix augmente de cette manière-là, les chauffeurs en font aussi autant, parce qu'il n'y a pas de suivi au niveau de Kinshasa. Ngobila est occupé à chercher Doxy et Grand P, il ne s'intéresse pas aux vrais problèmes des Quinois ou des Congolais. Pas des et donc, non, ça c'est une réalité. Ouais. J'ai suivi son émission avec Maïs Mounga, j'ai encore pleuré, saigné, lorsqu'un gouverneur vous tient des propos avec une telle légèreté, alors que nous avons des problèmes sérieux au niveau des trous de gauche à droite à Kinshasa. On ne peut pas traiter avec légèreté les questions qui concernent la vitalité des Quinois. Et donc, Serge, je pense qu'il faudrait
réajuster, mais pensez au moins à la misère que le Congolais traverse. Si on le mettait ne serait-ce qu'à 300 francs, et à 300 francs, puisqu'on négocie aujourd'hui à 1100, si on ajoutait ne serait-ce que 300 francs congolais, ça peut soulager tant soit peu la misère des Kinois seulement. Parce que, souvenez-vous, lorsque vous êtes dans le Grand Kasaï, le litre du carburant n'est pas à 2,1. Dans les Kindu. Dans les Kindu, c'est encore pire. À Goma, c'est-à-dire, nous sommes une province exceptionnelle, comme on disait lorsqu'on étudiait les ayants droit. C'est nous qui achetons le carburant à 2100. Mais écoutez, à Goma, c'est pas pareil, etc. Donc il faudrait, c'est vrai, il n'y a pas que Didier Boundébou qui est responsable dans le secteur. Pour tabler sur les prix, il faut l'intervention de l'économie, des finances. Je crois que c'est ça. Rendre compte de la situation qui se fait, il faut que l'État continue. Avec la mobilisation des recettes de l'IGF, je pense qu'on peut avoir de l'argent pour combler un peu le surplus ou les subventions. Les problèmes innocents, j'ai parlé avec le pétrolier, j'ai parlé aussi avec un ami de la CEP qui a requis l'anonymat. Il m'a dit, ben, écoutez Serge, le problème c'est que le gouvernement n'honore pas ses engagements. Il y a le gouvernement qui prend en charge, par exemple, les 40% des prix que nous devons payer, les prix officiels à la pompe. Mais on vous dit que les derniers trimestres 2021, le gouvernement n'a pas payé les manques à gagner pour les pétroliers. Et les premiers trimestres 2022, le gouvernement n'a pas payé. Comment alors le gouvernement doit pouvoir, comment j'ai noté ça, il doit maintenir un peu les rythmes Serge, dans les paiements? Il ne faut pas toujours tirer à boulet rouge sur les gouvernements. Oui. En tout cas, il ne faut pas toujours tirer. Il a ses défaillances, bien sûr. Les sociales n'est pas à admirer. Mais il y a des choses auxquelles on ne peut pas s'échapper. Très bien. Ce qui nous arrive, c'est une crise presque mondiale. Ça frappe presque tous les pays. Mais les deux l'a épinglé. Et je vous l'ai dit à Frécor que je venais de là. Moi, j'ai vu, parce que je voulais savoir les prix des litres de carburant. C'est à 2 euros. 2 euros chez nous ici, ça nous fait 4200 francs congolais. Mais nous, on n'est pas là. On n'est pas 4200 pour les litres d'essence. Et les 2 euros, c'est lorsque vous êtes dans la ville. Quand vous prenez l'autoroute, là, vous l'achetez à 2,3 ou soit 2,8. Il y a des endroits comme ça. À peu près 6 000 ou 5 800. À peu près 6 000 ou 500. 7 000. Donc, on n'a pas à dramatiser et à taper sur le gouvernement fait quand même quelque chose. Il fait quand même des efforts parce que le gouvernement, chaque fois, prend nos charges à nous. Oui. Et il les passe par des subventions. Et c'est que moi, j'ai admiré parce que j'ai suivi le dernier briefing qu'a tenu notre confrère ministre Mouyaya, où il y a eu l'intervention du ministre des Finances et puis des hydrocarbures. C'est que j'ai admiré parce qu'à chaque problème, il y a toujours une solution. Ils ont trouvé une solution, ils ont dit les subventions sont faites d'une façon générale. Or, lorsque les pétroliers vendent leurs produits, ils vous disent la population que nous sommes, nous prenons par exemple pour les cas des Covid, nous ne consommons que 40% du stock des Covid. Les 60% sont donnés directement aux grandes entreprises. Et Total vous dit c'est 50-50. 50 pour les grands clients qui sont des entreprises, 50 pour la population. Alors, les gouvernements, alors pourquoi nous subventionnons pour tout le monde alors? Donc, le gouvernement est en train d'étudier pour voir la partie qui était sur les grands consommateurs, qui sont des sociétés, voilà. Et le gouvernement n'a pas à subventionner pour les grandes sociétés. Parce qu'elles ont des taxes et elles ont leur deal avec les pétroles. Donc, cette étude-là, je pense que la marge-là, qui est aussi grande, qui s'exprime en termes de millions de dollars, cette marge-là peut aller de l'autre côté, chez nous, les petits peuples, pour contrebalancer et changer les choses. Donc, il y a toujours des solutions, il y a des gens qui raisonnent. Ça, c'est un élément nouveau. Hein, oui, bon, peut-être nouveau, c'est vrai pour les gens qui nous regardent, mais la réalité, elle est celle-là. Quand on parlait de question de la négociation, pourquoi on n'applique pas le prix réel? Notamment les cas de la disparité, le zonage qu'il y a en termes de prix. Si vous regardez par exemple le Bumbashi vit du marché spot, notamment le flux de ceux qui viennent vers de l'autre côté de la frontière de la Zambie. C'est ça la difficulté. À Kinshasa, malheureusement, quand on subventionne, la réalité, c'est qu'on ne tient pas compte de l'équilibre. C'est là où je voulais dire. Le degré des consommations, l'État n'a pas la mainmise. L'État n'est pas à même de pouvoir déterminer combien des barils de carburant ont été consommés et quelle destination. Est-ce que c'est justement pour des raisons de maintenir l'équilibre social pour les petits peuples, le petit consommateur, ou généralement cette production encore est partagée entre les petits et les grands consommateurs. Voilà.
Ça, c'est un élément essentiel pour pouvoir fixer. Mais maintenant, sur cette question-là, je crois qu'à un certain moment, il faudra qu'on se regarde en face. Moi, je salue énormément la dextérité du ministre Boudibou. Seulement, ici, il faut reconnaître qu'on est sur un marché qui subit depuis quelques années, avant même la question de la guerre russo-ukrainienne, la question du pétrole avait déjà connu une crise sur le marché international. Et c'est vrai que la RDC, le pays a continué à pouvoir amortir le choc. Mais regardons-nous en face, jusqu'où on pourra y aller. Ici, il y a lieu que le gouvernement réfléchisse. Quelle est la capacité du gouvernement, justement, de pouvoir maintenir cet équilibre en payant régulièrement? Non, le problème n'est pas seulement de payer régulièrement. Le problème aussi, c'est de savoir est-ce qu'on paye pour la bonne cause. On ne peut pas continuer à payer, par exemple, je donne un exemple. Quand vous regardez au-delà des statistiques données par... Non, là, vous ajoutez un élément nouveau. Oui. Parce que vous dites, est-ce qu'on paye pour la bonne cause? D'abord, le gouvernement qui a accepté de payer doit d'abord répondre à ces exigences avant de poser le problème si réellement, comme Innocent l'a dit. Non, la réponse, je vous dis non. Voilà. Par exemple, la question de subventionner le manque à gagner n'est pas une invention congolaise. C'est vrai que nous, on l'a fait, tenant compte de la qualité, de la réalité sociologique, on n'a pas voulu qu'il y ait... Parce que la question des hydrocarbures a plusieurs ramifications. Il affecte le transport, il affecte les tissus économiques, il faut maintenir un équilibre. Et surtout parce que dans l'esprit de notre économie, c'est une économie dépendante du marché extérieur. Quand il y a fluctuation à tout moment sur ces secteurs-là, on tue la République. C'est pour ça qu'il faut aller comme ça. La seule possibilité de l'État maintenant de pouvoir prendre en charge, parce qu'on est dans la libéralité de prix. C'est-à-dire que ces gens-là ont l'intégralité du marché. Nous, ici, la meilleure chose à faire, c'est comme je l'ai dit et je me tue à le dire ici, c'est de pouvoir accroître notre productivité et trouver un équilibre pour garder un petit stock pour la consommation locale. On aurait moins de problèmes. C'est pourquoi, depuis un certain moment, je me réjouis de l'idée de pouvoir aller vers l'appel d'offres que le ministre doit lancer depuis un certain moment, mais je me demande pourquoi ça tarde. Ça devait intervenir au début de l'année 2021. Pourquoi ça tarde? Parce qu'avant, il y avait un problème de législation, que le ministre a pris le soin de pouvoir arranger avec les différents partenaires. Maintenant, il faut qu'on aille dans l'appel d'offres. Et c'est le bon moment. Pourquoi j'ai dit c'est le bon moment, Serge Kabongo? Aujourd'hui, quand vous regardez les différents indices de valeur ou le marché, Dubaï reste le meilleur partenaire pour nous, des gens qui peuvent investir et prendre part dans ce marché où il y a le centre de pouvoir sont séparés, c'est-à-dire entre l'Occident et l'Eurasiatique, où il y a la Russie et les autres. Maintenant, on a la possibilité, comme en 2008, de pouvoir profiter de cette crise et vendre plus offrant et vendre convenablement. Et compenser et prendre une place dans le marché. Je conseillerais au ministre qui me regarde. Cette question, c'est des questions d'ordre structurel. Il le fait très bien. Aujourd'hui, c'est de la responsabilité de l'État de pouvoir prendre une décision convenable. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de majorer le prix du carburant parce que la grogne sociale est tellement énorme. Si on ose seulement... Vous mettez en mal le chef de l'État. Oui, mais nous sommes dans un contexte inévitable. C'est ce que je dis. Attendez, le contexte, il n'y a pas d'autres alternatives. Non, laissez-moi arriver. Ce qui est vrai... Les alternatives, il y en a, Serge. Laissez-moi vous le donner. Oui. Les alternatives, il y en a. Ces gouvernements ici, si je regarde dans le carcan économique, le gouvernement peut décider de faire évoluer son quota. De 40 même jusqu'à 43, 45 et amortir le peu de pourcentage. Mais déjà, avec les 40, il est, comme on dit, il est insolvable. Non. Il se sent asphyxié. Serge, je vous encore une vérité. Quand vous dites que l'État est insolvable, ça c'est la décision des gens qui ont décidé de retenser. C'est pas l'État n'a pas. Ah oui, peut-être ceux qui sont censés payer. C'est ceux qui sont censés payer. C'est la même question. Je vous dites quand vous arrivez par exemple dans le fonctionnement des institutions. Vous avez tout compris. Qu'est-ce qui explique qu'il y a des gens qui ne veulent pas payer et qui demandent même aux pétroliers la rétrocommission. C'est pas parce qu'on manque d'argent, parce que quand vous regardez le résultat, encore le tableau de bord des régies financières, il n'y a aucun élément qui peut justifier le fait qu'on cumule ces dettes-là. Il n'y en a pas. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut analyser maintenant la question sur le fonds social? Parce qu'aujourd'hui, à peine le confrère l'a soulevé, ça risque d'avoir des tentacules sur le marché. Et même, j'ai suivi, Mouya l'a dit, on a même suivi ça à la télé, que le gouvernement était en négociation avec les importateurs. Généralement, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fait 2 semaines qu'il y a les produits, des denrées sur le marché, les produits augmentent et les fonds sociaux risque d'être en tout cas imparable. Oui, moi j'aimerais rencontrer Diana avant de répondre à votre question. Il est vrai que Diana voudrait que le gouvernement mette les bouchées doubles pour soutenir un peu la consommation des Congolais. Mais il est aussi vrai, Serge Kabongo, que tous les secteurs sont prioritaires en RDC. Tous les secteurs sont prioritaires. Et surtout que nous sommes dans un contexte d'état de siège. Et donc, si d'autres gouvernements du monde entier ont fait recours justement
ils ont voulu majorer ce prix-là pour soutenir leurs économies. Je pense que la RDC ne peut pas passer outre cela. Et donc nous sommes dans un contexte où, je rejoins ce que Serge Kabongo disait, c'est inévitable. Vous parlez même avec les techniciens, des experts. Il faut accepter la situation et dire la vérité à la population. Votre proposition, elle est bonne, mais nous pensons que elle est beaucoup plus embellie des bonnes intentions. Elle n'est pas réaliste. J'ai une question à vous poser, je vous la pose à vous trois. Est-ce que cette situation sur le front social ne risque-t-elle pas d'être désagréable pour Félix demain à la veille des justement, c'est ainsi que je ne fais que... peut-être la gratuité, vous allez peut-être revenir sur ça. Je ne fais que revenir, Serge. C'est vrai, il est vrai. Bon, ça c'est entre guillemets. Moi je pense que sur le plan naturel, le mandat de Tshisekedi a été entaché par plusieurs phénomènes mystico-spirituels. Je ne sais pas pourquoi. Les FCC... Non, mais au-delà des FCC, je parle sur le plan naturel. On vous parle d'abord de Covid. Serge, nous avions été confinés pendant près d'une année. Et la conséquence, c'est la récession économique. Non, mais on a dit que pendant la Covid, on a fait un plan non négligeable. Non, écoutez. Oh, mais c'est ça. S'il vous plaît, Serge, la récession économique voudrait dire que les entreprises qui produisent ne produisent pas. Même au niveau des entreprises minières. Lorsqu'on vous dit que la fréquence de travail n'a pas été pareille, il y a ça comme corollaire, c'est que le pays souffre sur le plan mobilisation des recettes. Rappelez-vous, il y a eu plusieurs Congolais qui ont été envoyés en congé technique, jusqu'aujourd'hui ils ne travaillent pas. Donc plusieurs sociétés de la place, à travers la République, je vous donne un exemple de la DGPEC, Direction Générale des Publicités Extérieures de Kinshasa, où près de 100 personnes ont été envoyées en congé technique, et jusqu'aujourd'hui, au fait, en réalité, le congé technique a eu pour conséquence finale les limogeages. Et donc, je vous donne juste un pan, comme pour dire, ça aura effectivement, le mandat de Tshisekedi, malheureusement, a été entaché de plusieurs faits un peu surnaturels, et cerise sur le gâteau, à la fin du mandat, on nous parle de cette guerre russo-ukrainienne. Mais pour justement répondre à votre question, il est possible de balancer ou d'équilibrer les choses. C'est-à-dire, l'État congolais pourrait prendre en charge, ne serait-ce que 60% ou 50% d'ajout qu'il faudrait ajouter au prix de carburant, ça pourrait atténuer l'impact de la catastrophe sur le petit peuple, sur le plan social, plutôt que de laisser faire ou d'emprunter le schéma d'autres États, parce que je l'ai rappelé ici que nous n'avons pas les mêmes possibilités, les mêmes PIB, nous n'avons pas la même structure sociale, ça risque encore d'empiéter les mandats de Tshisekedi pour les années à venir. Tshisekedi est sûr, Innocent va terminer, il va mal en patience. Là maintenant il va embrayer sur plusieurs fronts. Parce que je crois que c'est la dernière année aujourd'hui. Il lui reste, je crois, 8 mois. Parce que l'année prochaine, c'est l'année électorale. Même si sur le plan de processus électoral, on ne sent pas vraiment que les choses bougent à la CENI. Mais il est sur le front sécuritaire à l'Est. Il est sur le front social aujourd'hui qui bat de l'aile. Les prix ont augmenté. Peut-être qu'il faut envoyer sur le plan éducationnel avec la gratuité. C'est sa mise. Je reviens en une seconde, Serge, permets-moi de... Est-ce que sur la gratuité, il y a des éléments... Suffisamment. Regardez, permets-moi de faire un petit schéma. Pourquoi j'estime, le conseil que je donnais, c'est au gouvernement, pas au ministre Boudimou. Allez vite, parce que... Lui, il a fait l'essentiel, le gros du travail, et moi, je tire chapeau bas sur ce qu'il a fait. Maintenant, regardez, j'ai commencé par établir un schéma. Il a fini son stage. Évoqué par Kouloutou Innocent Olenga. Parce qu'il suffit juste que l'État puisse trouver un équilibre en matière de consommation. Conseil de déterminer. Quand vous regardez le quota qui va vers le petit peuple pour qui l'État a le devoir de philanthropie, il y a une marge énorme. Cette marge-là peut compenser au regard de la faiblesse du pouvoir d'achat et couvrir ces gaps-là et qu'on maintienne le prix. C'est là où je suis. En réalité, on a toutes les cartes pour pouvoir le faire. Tout dépend des... N'allons pas les yeux fermés. Rentrons, discutons avec, qu'on maîtrise un peu la consommation de carburant selon les différentes structures de la société. On aura la possibilité de compenser et d'amortir. Alors, quel est le front? C'est inévitable, oui. Quel est le avoir front? une majoration très légère. Quel est le front quand Félix va venir en 2023 pour dire aux gens, voici, j'ai réussi sur le plan sécuritaire. Maintenant, sur le plan social, ici, vraiment, les faits économiques sont têtus. Serge Kabongo, la vérité c'est que si vous allez le mandat de Félix Tshisekedi, je ne veux pas emprunter le mot de Beledou, mais ça dit, il y a eu beaucoup d'éléments qui aujourd'hui, je me demande quel serait l'élément de langage. Mais néanmoins, je vais en parler, non pas pour des besoins politiques, mais en regardant dans l'autre sens, de Congolais. Malgré tout ce qu'on vit maintenant, le bonheur au moins c'est que pour une fois l'État est arrivé à pouvoir tenir ses engagements. La plupart des gens qui doutaient de
la gratuité de l'enseignement, c'est parce que les gens se demandaient est-ce que l'État serait en mesure de pouvoir assurer la paye régulière de ces enseignants qui sont à un effectif énorme. Est-ce que l'État pourra aller dans la dynamique de majorer, d'améliorer le salaire des enseignants? Le bonheur, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce qui est fait. Les nouvelles unités. Aujourd'hui, 84 500 nouvelles unités. Donc 45 000 dans le primaire, 17 000 dans le secondaire, 15 000 dans les cycles maternels et 5 000 agents de bureau peuvent à partir du mois d'avril entrer. Les gens m'ont posé la question où est-ce que l'État trouvait de l'argent? Parce que c'était un élément budgétisé et que l'exécution du budget 2022 commence au mois d'avril. Oui. Ça veut dire qu'à partir du mois d'avril, les prévisions entrent déjà en exécution. C'est la réponse simple que je pourrais donner aux gens qui entendent. Et au-delà de ça, à Mouela Lodge, ils sont quand même à la moitié des différentes promesses. Il y a encore beaucoup de choses à faire, certes, mais à l'espace de 4 mois, le salaire de l'enseignant est passé de 120 000 jusqu'à 390 et 40 000. C'est l'unique secteur où ça semble C'est l'unique secteur où les choses peuvent évoluer, mais malheureusement, regardez combien de coûts on porte sur les secteurs. Ils se tuent entre eux. Vous terminez. Oui, Serge, quand nous abordons ces problèmes des carburants, des prix, des montées et consorts, et que nous craignons la grogne sociale, toute notre inquiétude se résume en 80% en transport en commun. Parce que lorsque les carburants vont monter à la pompe, donc c'est le peuple qui souffre, qui ne saura pas trouver son transport. Non, il y a un autre élément. Si vous voulez que je vous ajoute ça, Même les transporteurs pour les produits alimentaires. Oui. Quelqu'un qui prend un gros véhicule de Matadi pour transporter. Nous parlons de la grogne au niveau de Kinshasa. J'ai dit à 80%, nous visons les transports en commun. Donc le petit peuple ne sera pas sorti facilement parce que les transports auront augmenté. Mais la solution aussi est là pour les transports en commun. Elle est laquelle? Il faut faciliter les choses. Serge, vous savez, ailleurs, c'est l'État qui prend les transports en commun en charge. L'État a les trains, l'État a les métros, il a les trains. Et il le fait avec Transco. Il y a que... On va arriver. Le prix est toujours... Non, on va arriver à Transco, c'est pas mal. C'était vraiment une bonne idée. Mais il est très faible par rapport au marché. C'était une bonne idée, mais qu'il fallait beaucoup enrichir. Et puis, il faut des transports de masse. Ça prend 3 000, 4 000 personnes. Parce que quand vous arrivez, par exemple... Ressusciter les trains. Serge, nous, on a expérimenté un peu en tant que journaliste pour voir pourquoi ça ne marche pas chez nous. Vous arrivez à une gare, vous avez votre billet, vous avez payé votre billet. Vous avez accès, et quand vous montez, quand vous ratez le train, après 5 ou 10 minutes, tout au plus 10 minutes, et notre train arrive. Vide ou pas, vous montez, vous partez. Et qui fait ça? C'est l'État, à faveur de la population. Donc, les transports de masse, c'est l'État qui doit l'assumer. On nous a parlé ici, on l'avait acclamé. Si nécessaire, on avait fait l'autoroute. Oh, papa Kabila, propriétaire, qui dit au grand frère, Kassamba, ça a besoin de témoin de Jéhovah, à dessiner en bien. Ce qui va s'accorder autoroute One, côté à fleuve. Est-ce que ça n'aurait pas résolu les problèmes des transports merci à vous, merci à vous, José Biledou et à Mike Gardidiana. On va se séparer parce que le temps nous est parti et touche à sa fin. On ne peut pas se séparer sans placer un mot sur ces contestations. Innocent, vous avez suivi les contestations après la liste définitive des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs au sein de l'Union sacrée. On parle des monnayages, de la corruption. C'est parti du Congo central avec qui? Avec un certain Deonkusu Nkunzu. Mais aussi au niveau du Kasaï, au niveau de la Lomami, il y a aussi Sylvain Mutombo. Il dit on ira en ordre dispersé. Mais d'ailleurs, bien avant, je rappelle que c'était les députés provinciaux de l'IDPS, particulièrement, qui avaient dit pas question de mot d'ordre. Tous les candidats vont venir et nous allons choisir le meilleur d'entre eux. Oui, mais le cas des Congo central, qu'on va incriminer, imputer à Bahati, parce que j'ai vu les gens tirer à boulet rouge sur Bahati. Les candidats proposés au Congo central, c'est les candidats UNC. UNC, ce n'est pas AFDC. Pourquoi doit-on tirer sur Bahati? Il a imposé les candidats. Le docteur Gu, je pense qu'il les connaît. Est-ce que l'UNC a renoncé? Docteur Gu, ce n'est pas quand même quelqu'un qui n'a pas des aptitudes. On a travaillé avec lui à la MONUSCO. Vous le connaissez, les jeunes conseillers? Bien sûr. Est-ce qu'il démérite pour diriger? Il semble qu'il a des acquaintances avec Bahati, semble-t-il. Mais on dit qu'il est de l'UNC, papa. Pourquoi vous voulez faire porter le chapeau à Bahati? Est-ce que Bahati dirige encore l'UNC? Sont lucides. Même Vital n'a pas régné son candidat. Certes, des contestations, il y en aura surtout dans les domaines politiques. On n'est jamais satisfait. Chez moi, à Lusambo, sur cette liste-là, l'Union sacrée n'a pas aligné quelqu'un. À Lusambo. Il semble que... Ah oui, mais regardez bien la liste. Les Sankourou n'y est pas. Il n'y a pas de Sankourou sur cette liste-là. Pour les comptes de l'Union sacrée.
Et là, apparemment, Félix Tshisekedi, le président de la République, a dit au Sankuru, il y a trop de problèmes. Non, lui-même a peur, le président. Il a trop de problèmes. Si je comprends bien. Laissez les Sankourois cette fois-ci, c'est choisir un candidat non imposé. Et ils sont 13 chez moi. 13 candidats. C'est qu'il n'y a pas la coordination de l'Union sacrée au sein du Sankuru, malheureusement. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne conclusion, mais je pense simplement qu'il y a beaucoup de manipulations, comme un peu Innocent l'a dit, il y a beaucoup de manipulations. Les politiciens ont un appétit, ils ont une gloutonnerie comme pas possible, surtout à l'aune des enjeux politiques. Mais le plus important aujourd'hui, c'est qu'il y ait des élections de manière transparente et que le meilleur gagne. Il est vrai que lorsque vous êtes dans une famille politique, notamment à l'Union sacrée, c'est tout à fait normal que les options soient levées, Serge Kabongo. Et si les options sont levées, il ne faudrait pas passer dans les médias, comme je l'ai vu un peu avec quelqu'un que j'admire beaucoup, mon vieux Déon Koussou, parler des billets d'argent venant d'un cacique de l'Union sacrée, lorsqu'il vous dit par exemple, il faut moraliser la vie politique, parce que la politique... Voilà, il faut dédollariser. Alors le non-dit de son message, c'est que au sein de l'Union sacrée, il y a eu des billets d'argent qui ont circulé. C'est ça le non-dit de son message. Et donc, comme Diana l'a dit, ils se torpillent entre eux, ils sont têtus entre eux. Et malheureusement, pour des intérêts politiques, ils jettent en pâture. Est-ce que ça ne risque pas de desservir les différents tickets de l'Union sacrée? Non. Bon, je ne pense pas que ça va desservir... déjà, ce sont des clauses divergentes ou discordantes? Non, c'est simplement... Ce sont des gens qui sont en train de chercher à se positionner et malheureusement, ils cherchent des pouces sur la tête des gens. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est qu'on sait que l'Union sacrée a pour coordonnateur actuel, c'est Bahati Lukwebo, ça c'est un secret de Polichinelle, c'est lui qui conduit les réunions politiques, etc. Mais voir Bahati, même lorsqu'il s'agit d'un candidat UNC, je pense qu'à un certain niveau, il faut se ressaisir, il faudrait utiliser la raison. On verra que ce sont simplement des balles inutiles. Mais moi, je pense qu'il faudrait appeler les acteurs politiques de l'Union sacrée à la retenue, beaucoup plus à la maîtrise, parce qu'ils sont en train de jeter en pâture la plateforme que porte le président de la République. Il faut juste un ajout. Il faut savoir que les Congo central a été toujours un cas atypique pour les élections. Du temps de Kabila, avec le PPRD. Mbade Teki, c'était un candidat indépendant. Oui. Du temps fort du PPRD. Et il a gagné le candidat du temps fort du PPRD. Du temps de Kabila, où personne ne pouvait ouvrir la bouche. Un indépendant qui a battu un candidat du parti présidentiel. Mais au-delà de ça... Mais regardez, je rappelle que chez nous... Donc les électeurs, ce ne sont pas les... Mais est-ce que l'Union sacrée est en osmose avec les électeurs? Ça, c'est la première question. Je rappelle aussi que chez nous, au Nord Ubangi, finalement, enfin, Tshisekedi a pris acte de la démission du gouverneur. Est-ce que ces gouverneurs qui seront élus dans quelques 2, 3, 4 jours, ils viendront pour un besoin de développement ou bien ils vont venir parce qu'il faut préparer la prochaine réélection ou pas de Tshisekedi? Ils viennent avec quel agenda? C'est une évidence que quand vous êtes élu gouverneur, votre première mission, votre mission régalienne, c'est vouloir œuvrer pour le développement. Mais maintenant, la grande question serait quel est le contexte au niveau de différentes provinces? Au Congo central, je ne doute pas, si c'est quelqu'un visionnaire, en quelques années, il peut faire quelque chose. Quand on regarde les backgrounds de la province. Mais dans les autres provinces, par exemple chez vous au Nord Ubangi, en une année, je me demande, espérons qu'avec le projet 145 territoires, il y aura suffisamment de fonds pour que cela se lance dans le projet de développement. Mais je voulais dire une chose sur l'Union sacrée. Il ne faudra pas qu'on se leurre ici. Qui sait qu'on soit mal s'exécute mal. Dès le départ, on savait que c'est un mouvement atypique qui finalement ne va pas aider le chef de l'État. Même ses propres détracteurs l'ont dit. Ces gens que vous prenez là vont vous coûter cher en fin de compte. Ils vont jouer en votre défaveur. J'ai envie de dire qu'il y a plein de mercenaires dedans. Très bien. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. On se retrouve les lundis, 9h30. Merci à Innocent Olenga. Innocent, il n'y a pas de cadeau venant des Bruxelles, non? Mais c'est en coulisses. Ah, en coulisses. Si vous ne donnez pas, j'y reviendrai les lundis pour dire la vérité. L'élève. Merci à tous, Jésus Bélénou. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on se retrouve à Kassavo. Belle cravate. Merci comme beaucoup. Toujours. Allez, merci à Mike Gardi Diana. Vous allez me saluer les vrais Diana, les Diana originales, pas non, les Diana. Je suis un vrai Diana. Ah, merci beaucoup. Serge, allez, un documentaire sur le vieux frère. Oui. Je veux faire un petit documentaire sur, comme ce que vous avez parlé du vieux Diana, sur monsieur mon père. Oui. Pourquoi un documentaire? Parce qu'il a été un acteur important dans la profession. Donne-moi les éléments, c'est à moi de le dire, Bélédou. Donc je l'annonce officiellement. J'aurai des témoignages de tout le monde. Merci. Oui, laisse-nous faire le témoignage. Vous dites à qui vous voulez que
il vous a formé, Oui, et oui. autant qu'il a collaboré avec des gens, je pensais démarrer dès le mois prochain un petit documentaire sur Allez, merci Laisse-nous beaucoup. le faire, cher ami. Allez, c'est un immortel, c'est Beledou Donatien, un grand. Je suis passé là Le vrai aussi. Bélédou. le On vrai, a appris, paix à son âme. il m'a aidé à améliorer un peu ma diction parce qu'au début c'était lui qui était notre encadreur au niveau de CCTV. On l'appelle vieux frère. Ce sont, vous avez constaté, les enfants au Bapelara, Nabamon, papa, Nabamon. Les fils Diana. C'est une fausse Elle a fils. S'il vous plaît, on ne Complètement représente pas. frauduleux. Le fils Beledou, il y a un autre fils là, et Ali. Donc, il profite de l'aura de leurs parents Oui, dans la existez, profession pour là. se faire un nom. Nous, on n'a jamais connu des parents journalistes, mais on ne sait pas quand même. Allez, on se termine, on se sépare sur cette note-là. Bon anniversaire à Gisèle et Toko et Kouchou, ma soeur, ma complice. Je ne sais pas dire davantage. Bon anniversaire à vous, très chers grandes sœurs et conseillères. 9h30, ça sera lundi, avec les meilleurs plaisirs. Au revoir.